Tête de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Vous nous regardez sur YouTube et nous écoutez sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Bienvenue dans la saison 2 de Tête de lecture. Très heureux de vous retrouver une petite heure pour connaître un peu mieux le monde du théâtre et ceux qui le font. Et pour inaugurer cette saison, un épisode un peu spécial pour comprendre le fonctionnement non pas du théâtre, mais des théâtres. Comment ils se structurent, s'organisent et comment ils s'adressent aux différents publics. Et pour cela, nous recevons Bérengère André, responsable des relations publiques. Bonjour Bérengère. Bonjour Dimitri. Et oui, c'est un épisode qu'on aurait aimé faire dès la première saison. Dans ce podcast, on parle de la scène, mais jamais de la salle. Ces salles que l'on retrouve partout en France, qui sont témoins d'une histoire et qui structurent la vie culturelle sur tout le territoire. Ça peut paraître très technique dit comme ça, mais on va voir comment l'organisation des théâtres publics notamment a un impact sur les pièces qui sortent en salle. Ça n'a rien d'anodin, c'est même très politique. Ce soir, c'est Tania Houlbert à la réalisation, Eden Douve au son, Léa Pétel, Arthur Leray et Rodolphe Villevieille aux caméras, Elisa Romani à la préparation et Dimitri Suma à la présentation. On est dans les studios des bonnes résolutions, avec les moyens d'art média, etc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des épisodes et des actualités des pièces invitées. Tête de lecture, en vidéo ou en podcast, c'est l'émission qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. Vous avez le programme, c'est parti. Salut Bérengère, tu es bien installée ? Oui. Alors je disais tout à l'heure, tu es responsable des relations publiques. Alors c'est public avec un C ou relations publiques QUES ? Alors ça peut être relations publiques QES ou relations avec les publics, et dans ce cas-là, c'est CS. D'accord, ok. Donc ça dépend, c'est un peu comment on veut, quoi. Ça dépend à qui on s'adresse. Voilà, c'est Ok. la beauté de la langue française. Alors tu travailles ou as travaillé entre autres avec le théâtre Antea Antibes, au Théâtre National de Nice, au Centre Dramatique National de Dijon, ainsi qu'à la Scène Nationale de Beauvais. Oui. Alors, j'aimerais déjà qu'on fasse un peu le tour, un petit point vocabulaire. C'est quoi les différences entre un centre dramatique national, une scène nationale, un théâtre national ? C'est pas très clair, il y a tout le temps national, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que c'est du théâtre public, effectivement, et en plus, celui que tu cites, le Théâtre National de Nice, n'est pas un théâtre national. Il s'appelle comme ça, mais ce n'est pas un vrai théâtre national. Alors, on nous trompe en plus, d'accord. En plus, on nous Ok, trompe. alors explique-nous. Alors en fait, le théâtre français, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une volonté politique d'aide au théâtre, et dans ce cadre-là, en fait, on a créé des labels. Donc tu as effectivement les théâtres nationaux, qui sont au nombre de 5. Il y en a 4 à Paris, comme le théâtre de Chaillot, le théâtre de la Colline, la Comédie Française, pour ne citer que. Et il y en a un seul en région, c'est le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, mais ça c'est éminemment politique, c'est pour dire que l'Alsace et la Lorraine nous appartiennent. Et ils ont ils ont chacun leur spécificité. Ils sont dirigés systématiquement par un ou plusieurs artistes. Ça peut être des comédiens, des scénographes, des metteurs en scène ou des auteurs. C'est le ministère de la Culture qui décide qui sera à la tête de ces institutions. Ils ont chacun donc une spécificité. Strasbourg, c'est notamment la formation avec l'école du TNS, dont sort Bernard-Marie Coltès, par exemple. La Comédie Française, c'est le répertoire classique français. Chaillot, c'est la danse. Enfin, voilà. Ça, en fait, ils sont donc au nombre de 5 et ils ont des missions spécifiques. Ensuite, on s'est rendu compte qu'ils étaient donc effectivement pratiquement que sur Paris. Donc, avec la décentralisation souhaitée par Malraux et le général de Gaulle en 1949, on a créé ce qu'on appelle les centres dramatiques nationaux, qui sont aujourd'hui au nombre de 38, je crois, et qui donc émaillent le territoire français, et qui donc du coup répondent à un cahier des charges très particulier. Ils sont aussi financés par le ministère de la Culture, mais principalement par les collectivités territoriales. Ils ont forcément à leur tête un artiste aussi, ou un regroupement d'artistes, et ils ont une mission de création, de diffusion, de production, d'accompagnement des artistes dans la zone géographique où ils se trouvent. Pour citer ceux proches de Paris, en CDN, on a Gennevilliers, on a le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, on a la commune à Aubervilliers. Voilà, ça, ce sont des centres dramatiques nationaux. Et en région, si vous préférez, on a effectivement le centre dramatique de Nice. Après, on a la Criée à Marseille. On a le CDN de Toulouse qui s'appelle aussi Théâtre National. Voilà, ça, ce sont les centres dramatiques nationaux. Dans les années 90, Bernard Fèvre d'Arcier s'est rendu compte qu'il y avait des territoires qui étaient encore totalement vides
en fait, au niveau théâtre. Et donc, Oui, parce que là, on reste sur des grandes villes encore, là. effectivement, on reste sur des grandes villes et avec du coup des gaps territoriaux très grands. Là, je citais Nice et Marseille. Il y a quand même beaucoup de villes et il y a trois départements. Mais si on monte vers le nord de la France, c'est pareil. Il y avait donc les centres dramatiques nationaux de la banlieue parisienne. Et puis après, c'était directement Lille. Il n'y avait rien, en fait, au milieu. D'accord. Et donc, du coup, on a créé les scènes nationales. Donc, les scènes nationales, il y en a 70 à peu près en France aujourd'hui. Les scènes nationales, à leur tête, c'est un directeur ou une directrice qui n'est pas artiste. En fait, c'est ça la grande différence. Et la mission principale de la scène nationale, ça va être de diffuser en fait, du spectacle vivant et d'aider à la co-réalisation les spectacles et donc du coup d'émailler le territoire avec toutes les disciplines artistiques, donc c'est-à-dire théâtre, danse contemporaine, musique et aussi cirque notamment. Et quand on remonte donc sur le nord de la France, ben voilà, il y a la scène nationale de Beauvais, la scène nationale d'Amiens et puis après il y a la scène nationale de Villeneuve-d'Ascq. Et dans le sud, il y a la scène nationale de Toulon. Enfin voilà, il y a beaucoup de scènes nationales en France. Tout ça, donc, c'était du coup pour que, en fait, chaque Français puisse accéder à un théâtre. Techniquement, la volonté, c'était à moins de 50 km de chez lui. Je ne sais pas si dans les faits, c'est réel, mais je pense qu'en tout cas, il y a eu une volonté très forte et qu'il y a un maillage du territoire qui s'est fait, oui. D'accord. Donc petit à petit, ça a progressé Oui. Pour essayer vraiment d'avoir un théâtre, on peut dire de proximité presque. Oui, oui, c'est ça, c'est un théâtre de proximité et puis c'est surtout en fait un théâtre qui appartient effectivement aux citoyens qui font partie de leur quotidien. Sous la Troisième République, il fallait qu'il y ait la mairie, l'école, l'église et maintenant on peut rajouter aussi le théâtre. D'accord. Et alors dans la programmation de ces théâtres, qu'est-ce qu'on va y voir? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a une intention derrière qui est Ah, donnée? bien sûr, il y a une Ou est-ce que intention. c'est libre? Alors, il y a une intention qui est donnée. De toute façon, il y a des financements publics. C'est aussi une des grosses différences entre le théâtre public et le théâtre privé. C'est que le théâtre public, il y a une volonté derrière, on va dire étatique ou des collectivités territoriales, d'amener ce qu'on a appelé la démocratisation culturelle. Est-ce que la démocratisation culturelle existe vraiment? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce que c'est pas un terme élitiste, galvaudé? Ça... c'est un gros débat. Bourdieu l'a déjà critiqué dans les années 60-70, mais il y a une volonté de faire comme les maisons de la culture en fait, un endroit où le citoyen peut se rendre et voir des spectacles de qualité en fait, des spectacles de théâtre, de danse ou de musique ou de cirque de qualité, avec une volonté de diffuser les spectacles français et internationaux. Pour qu'en fait, on ne soit pas obligé d'aller à chaque fois à la capitale pour pouvoir voir un spectacle qui se joue et qui fonctionne. D'accord. Et tu parlais des directeurs tout à l'heure. Tu disais donc qu'il y avait Directrice. oui, tout à fait, directeurs ou directrices. Tu disais donc que certains étaient des artistes qui étaient à la tête. Alors, concrètement, ils font quoi? Enfin, ils sont derrière un bureau, ils règlent la paperasse ou qu'est-ce qu'on appelle directeur? C'est un titre? Non, alors il y a ça, et Ouais. d'ailleurs, des fois, je pense qu'ils se trouvent fort embêtés quand quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte de cette charge-là. Ouais. Parce qu'ils sont chefs d'entreprise, en fait. Ils ont une équipe, les CDN, ce sont des équipes de 30, 40, voire 60 personnes. Ouais. Donc, ils se retrouvent directeurs, vraiment, et directrices de ces lieux-là. Généralement, c'est un ticket gagnant. Ils sont assortis d'un administrateur ou d'un RH qui, en fait, fait un peu plus la partie D'accord. administrative, comme son nom l'indique. Mais effectivement, ils sont à la tête d'une entreprise, mais ils doivent continuer de créer et ils doivent continuer de réfléchir à la création contemporaine. C'est eux qui programment, ils ont la responsabilité de la programmation de leur lieu, donc du coup de qu'est-ce qu'ils vont emmener au public. Est-ce qu'on programme ce qu'on aime vraiment, ou est-ce qu'on programme des choses en fait pour qu'il y ait un large public qui vienne dans le théâtre? Ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des directeurs et des directrices des établissements. Oui, justement, c'est un peu des fois les l'écho qu'on peut avoir. C'est-à-dire que justement dans la programmation, quelle place est donnée au public et à l'intérêt que peut avoir ces pièces pour le public. C'est des critiques qu'on peut avoir eues notamment dans l'émission, hein, quand on a eu certains invités. On nous dit oui, bon, c'est un peu entre soi, déjà c'est très coopté. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir? Oui, oui et non. En fait, la différence qu'il y a entre les théâtres privés et le théâtre public,
Je pense que c'est plus le regard que se porte le théâtre privé sur le théâtre public et vice-versa, plutôt qu'une différence réelle. On va dire, les gens du théâtre public vont dire que le théâtre privé, c'est un théâtre commercial qui cherche à faire de l'argent, du rendement, et du coup qui va aller plus vers l'entertainment à l'américaine, le divertissement, les vaudevilles, le fado, ma voisine ne suce pas que des glaces, enfin ce genre de trucs. Et l'écueil qu'on va recevoir en fait du théâtre privé, notamment sur le théâtre public, c'est qu'effectivement c'est de l'élitisme, c'est des spectacles trop intellectuels, qu'il n'y a pas de notion de plaire en fait au public, parce qu'effectivement un théâtre public, s'il remplit pas, il gardera, enfin on pense qu'il gardera ses subventions et qu'il continuera d'exister. C'est faux, il y a quand même la Cour des comptes qui surveille et le ministère de la Culture, et on doit chaque année dire combien on fait de billetterie, quels sont les publics que l'on touche. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que par exemple sur la crise du Covid, le théâtre public s'en est mieux sorti dans le sens où il y a des subventions qui sont allouées chaque année pour le fonctionnement du théâtre, pour ce qu'on appelle les coûts fixes, donc pour les salaires, les spectacles sans cette notion de rentabilité, alors que les théâtres privés, qui fonctionnent à la recette, en fait, ça a été catastrophique pour eux, parce que du coup, il n'y avait plus de représentation du tout, et donc du coup, plus d'entrée d'argent. Mais il y a eu un fonds de soutien spécifique qui s'est créé par le ministère de la Culture, le théâtre privé a été aidé, et donc, en soi, subventionné. Oui. Tu disais, tu disais par rapport aux subventions, c'est intéressant parce que tu dis qu'en fait, quelque part, ça permet une certaine audace qu'on ne peut pas avoir partout. Ben je pense que quand on n'a pas à se soucier du fait que ça va plaire au plus grand nombre, on peut aller titiller ou chercher des formes nouvelles ou un autre angle de vue que, effectivement, je pense que quand on fait du stand-up ou du vaudeville, il y a des règles très fortes. Il faut que les gens rigolent toutes les 45 secondes, je crois. Il faut qu'il y ait des phrases d'accroche, il faut que ça soit rapide. Alors que, parce que voilà, le public, en fait, s'attend à rire et à rire tout le temps et il veut rire plus. Quand le public vient dans un théâtre public pour voir une forme qu'il ne connaît pas en soi ou qui n'est pas définie, on va lui dire c'est du théâtre contemporain, eh ben il peut être totalement dérouté, hein, ceci dit, mais ça a du bon aussi d'être dérouté, mais on sait que même si le public sort de la salle, le spectacle existera quand même et continuera d'exister. Alors que dans le privé, comme ça à la recette, si le public ne vient pas, le spectacle, au bout d'une semaine, il arrête de tourner. C'est comme ça. D'accord, on voit un peu les enjeux là-dessus. Ces directeurs, directrices, par qui ils sont nommés ? Alors les directeurs et directrices des théâtres publics, c'est toujours des commissions en fait avec le ministère de la Culture et après les tutelles, c'est-à-dire ceux qui donnent de l'argent, donc les collectivités territoriales, donc les communautés d'agglo, la municipalité généralement. Il y a toujours derrière la région aussi et le département. Et en fait, ce sont des commissions et il y a des appels à projets spécifiques. Comme je disais tout à l'heure, les CDN, ce sont forcément des artistes avec un cahier des charges, avec un projet pour le lieu. Et donc, du coup, les artistes font des dossiers et ils répondent à des projets en expliquant en fait en quoi ils vont répondre à la volonté étatique de remplir ce lieu, soit de le rajeunir, soit de l'ouvrir sur, je ne sais pas moi, des quartiers défavorisés, soit parler justement comme ce podcast à des personnes qui n'osent pas aller au théâtre. Voilà, ça va dépendre en fait des cahiers des charges. Et les scènes nationales, ce sont des associations, ce ne sont pas, juridiquement parlant, c'est pas la même chose. Les CDN généralement sont des EPIC, des établissements publics d'intérêt commerciaux. Les scènes nationales sont des associations, donc il y a un CA encore qui va décider avec les tutelles de qui va être nommé à la tête du théâtre. Ces directeurs-là, ces directions-là, on va dire, elles arrivent avec un projet derrière, avec un projet sur le territoire dans lequel elles sont. On ne va pas du tout parler de la même façon si on est dans un territoire mixte, c'est-à-dire ville-campagne, qu'un territoire rural ou qu'un territoire parfaitement citadin. Ça, c'est sûr que urbain, on ne va pas du tout développer les mêmes projets. De l'itinérance, par exemple, du hors-les-murs. Ça va dépendre aussi des structures qui sont autour, avec qui on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler avec des hôpitaux, avec des prisons, avec des établissements scolaires, selon le lieu où est notre salle. Voilà, ça va parler différemment. Et pour
pas finir, mais pour justement différencier entre le théâtre privé et le théâtre public, généralement, ce sont des lieux qui ont été construits ex nihilo ou in situ pour répondre à un cahier des charges, tandis que les théâtres privés, ce sont des théâtres qui existent, généralement qui sont assez haussmanniens, qui datent du XVIIIe, du XIXe siècle surtout, qui du coup se retrouvent dans des très grandes villes. La majorité est à Paris, il y en a un peu à Lyon et à Bordeaux, et donc du coup ça va être de très belles salles à l'italienne, donc avec une visibilité différente aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut faire jouer des tarifs différents, et donc dans un lieu, oui, assez joli. Voilà, à Paris, il y a le Marigny, par exemple, qui est un très beau lieu, le théâtre de la Porte Saint-Martin, le Casino de Paris, enfin voilà, des lieux comme ça, le théâtre du Nord aussi, qui sont des lieux qui ont une histoire dans les murs. C'est pas un préfabriqué. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'à un moment, il y a eu, comment dire, est-ce qu'on s'est servi des théâtres comme d'un outil, justement, à des moments pour impulser des grandes tendances? Parce que on parlait des nominations, j'allais un petit peu vers là. Il y a à partir du moment où c'est nommé, où il y a un cahier des charges, est-ce qu'à un moment il y a eu, oui, on s'est servi du théâtre pour aller chercher, voilà, pour atteindre un objectif, je dirais, je sais pas, de décentralisation, d'aller chercher tel ou tel public, historiquement, même politique. Mais historiquement, c'est ça. Enfin, historiquement, le théâtre, c'est le fait du prince, c'est le fait de la cour et de l'aristocratie. À la Révolution, on a essayé d'en faire le théâtre citoyen. Robespierre s'est emparé de la question, notamment sous l'Empire. Napoléon, l'a repris, l'a récupéré pour faire une belle propagande sur sa façon de penser. Vichy est un des gouvernements qui, c'est terrible à dire, mais c'est la vérité, qui a le plus subventionné des compagnies théâtrales pour pouvoir promouvoir le projet Travail, Famille, Patrie. Et c'est, je pense aussi pour ça que De Gaulle et Malraux, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, en fait, continuent de s'intéresser au théâtre. C'est pour dire, bon, ben maintenant, en fait, on va pas faire une avant-garde éclairée comme en URSS, hein, c'est pas du tout le projet de Gaulle, hein, mais il y a vraiment quelque chose de dire ok, maintenant, en fait, il faut qu'on nivelle vers le haut et que tout le monde ait accès à la culture. Donc, il faut pas que ça soit un problème tarifaire, il faut pas que ça soit un problème de coutume, donc et ni d'accès. Donc, on va faire des salles partout, on va faire des tarifs très attractifs et on va essayer de proposer aussi, justement, des cahiers des charges très, très divers. Une scène nationale ou un CDN, vous n'allez pas voir que du Molière, vous allez voir aussi du Nouveau Cirque, vous pouvez voir aussi des spectacles de stand-up, enfin, il y a vraiment de tout, et de la musique contemporaine. Donc il y a une offre culturelle, j'ai envie de dire de qualité, mais éclectique surtout. D'accord. Oui, j'allais te demander, je me posais la question si est-ce que le théâtre public, c'était pas devenu un genre un peu à part entière. Mais là, tu as l'air de dire que non, au contraire, ça s'est diversifié, ça s'est mixé. Oui, ça s'est mixé, mais... Je te vois sourire. Non, mais parce qu'effectivement, ça peut être un genre. Moi, je sais qu'on me reproche souvent... Enfin, mes amis, quand je les emmène au théâtre, généralement pour une pièce que j'adore, ils me disent « Mais toi, si c'est pas surtitré en turc et que ça dure 3 heures, t'aimes pas ?» Et c'est entièrement faux, déjà, je tiens à le dire. Il y a une notion du texte dans le théâtre contemporain qui est très forte, un retour au texte, un retour à la langue, en fait. Et en ça, c'est peut-être un genre, oui. Mais, c'est toujours paradoxal, le vaudeville, c'est un ping-pong verbal aussi. Si on ne suit pas le texte à la lettre près, ça ne fait pas rire. Et on perd le rythme de la pièce. Donc, Ok. Alors là, on a parlé un peu budget, enveloppe. Parlons prix. Ça coûte combien de faire une pièce de théâtre public ? Ouf, ça peut. Enfin, alors là, c'est très très variable. J'imagine que c'est comme faire une émission de télé, Ouais. Enfin en moins cher bien sûr, parce que le théâtre, on est un peu le parent pauvre quand même de la culture française. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà du nombre de personnes que tu as sur le plateau, Ouais. du nombre que tu as en technique aussi. Si techniquement c'est une pièce compliquée, s'il y a un très gros décor derrière, les costumes, et en fait. Où ça va être différent du théâtre privé, c'est que dans le théâtre public, quand tu vas avoir tes résidences de création, en fait, tu ne vas pas payer pour avoir ces résidences de création, puisque ça fait partie des cahiers des charges des théâtres publics, qui vont chercher des compagnies pour avoir des lieux de résidence. Alors que dans le théâtre privé, quand tu crées, eh ben, tu es obligé de trouver des salles pour avoir des lieux de résidence. Donc déjà, ta création de ton spectacle va te coûter plus d'argent que dans le théâtre public. Puis dans le théâtre public, si tu as une coproduction d'un théâtre comme, voilà, je citais le TNS tout à l'heure, le Théâtre National de Strasbourg, qui a des ateliers, l'Odéon a des ateliers aussi, mais Nice avait des ateliers avant que la municipalité
décident de détruire le théâtre. Donc du coup, ils peuvent aussi construire ton décor. D'accord, donc le coût varie en fonction Complètement. des besoins de la pièce. Après, ça sera toujours plus cher qu'un one-man show où tu as une personne sur scène à éclairer. Ça, Oui. on ne peut pas faire moins cher que du one-man show. D'accord, donc alors, la question qui suit, logiquement, après combien ça coûte de faire une pièce, combien ça coûte d'aller voir une pièce? Eh bien pareil, c'est tout à fait variable. Mais alors, est-ce que ça dépend du prix qu'a coûté la pièce à Pas du faire? tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, donc c'est décorrélé. Alors ça tient en compte de quoi, le prix d'une Alors, pièce? ça tient en compte, bon, alors dans le public, eh ben, en fait, ça va être très peu cher parce qu'en fait, le théâtre public vit des subventions et pense, à juste titre, que c'est grâce aux impôts des citoyens français. Donc, on ne va pas faire payer le spectateur deux fois. Il paye des impôts, il ne va pas en plus payer le vrai prix en fait, de sa place, de combien ça coûte. Donc, on peut avoir des tarifs très très attractif et selon en plus il y a des sortes d'abonnements et puis il y a aussi maintenant ça se fait de plus en plus et ça c'est génial, il y a des places suspendues dans des lieux, donc c'est les publics qui payent en fait pour d'autres personnes qui ne peuvent pas, donc en fait généralement l'argent ne doit pas être un frein à l'envie d'un spectateur de pousser les portes du théâtre. Il ne faut pas du tout que ça soit l'argent, et ça dans le théâtre public c'est vraiment quelque chose de fort. Dans le théâtre privé, vu qu'ils ont une autre fonction d'être subventionnés, ils ont besoin de cet argent. Ils ont de toute façon l'association des théâtres privés qui prennent une commission sur le théâtre, un peu, sur les billets de théâtre, un peu comme le CNC. Et donc du coup, les billets vont coûter plus cher parce qu'il va falloir payer en fait la lumière aussi, l'électricité du lieu, la location de l'espace en fait. Et du coup, il y a des théâtres, oui, quand tu es dans le 8e arrondissement de Paris, c'est des théâtres qui coûtent très cher. Donc en fait, on va avoir des spectacles qui peuvent coûter très très cher dans le privé, mais il y a aussi des fois des tarifs avantageux, soit parce qu'on a une visibilité réduite, alors ça après, sur la démocratisation culturelle, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire? Dans les théâtres à l'italienne, si tu es au 3e balcon, que tu as un angle à court, tu vois jamais ce qui se passe à Jardin, tu peux payer ta place 5 € ou 10 €. Il peut y avoir aussi, à Paris, je crois que ça s'appelle le kiosque maintenant, qui fait que tu peux proposer des spectacles pour vraiment pas cher pour le soir même ou pour le lendemain. Alors le kiosque, détaillons peut-être un petit peu, en fait c'est un lieu. Oui, c'est vraiment un kiosque en fait, comme un kiosque à journaux, hein, exactement, c'est ça, vert. où tu peux te rendre. Oui. Et alors tu choisis pas forcément ta pièce. Non, en fait, ils vont te dire dans le kiosque les offres en fait qu'ils ont, c'est un peu comme un regroupement d'offres, une sorte de groupon du théâtre parisien, et où il y a où c'est que du théâtre privé, et du coup, c'est à toi, selon ton envie ou selon les moyens que tu as, de pouvoir y aller. Après, il y a des théâtres privés aussi qui vont réfléchir à ça, s'ils ont de très très grosses comment on appelle ça, quand le spectacle se joue plusieurs fois, de très très grosses séries aussi, ils peuvent du coup faire une représentation moins chère parce qu'ils sont à l'équilibre dans leur comptabilité, donc ils vont faire des tarifs moins chers le dimanche en matinée, ce qu'on appelle en matinée, c'est-à-dire en après-midi en théâtre, puisque le matin on dort, voilà, donc la matinée c'est l'après-midi, ou à des moments de la journée ou de la semaine où ça fonctionne moins bien. On s'est rendu compte que le jeudi soir, par exemple, qui sont les soirées étudiantes, on a moins de spectateurs, donc le jeudi, il y a des tarifs spécifiques, voilà, ça va dépendre, mais c'est un commerce, il y a une réflexion derrière, de toute façon, mercantile, et du coup, il y a des gens qui sont payés pour ça et qui le font très bien et qui vont réfléchir à... des fois aussi, on va faire des tarifs promotionnels pour lancer le spectacle aussi. Donc voilà, ça va dépendre. Il y a des places à gagner à la radio. Enfin, je pense qu'on peut aller au théâtre privé pour pas grand-chose, comme au théâtre public. Et après, il y a des spectacles, si ce sont des têtes d'affiche, voilà, paradoxalement, un one-man show d'une personne très très connue peut coûter excessivement cher. Ouais. Dernièrement, on a beaucoup parlé... la comparaison prix d'une place de ciné contre prix d'un abonnement de Netflix. Bien sûr. Après, c'est pas du tout la même chose. On ne communie pas dans une salle avec Netflix. Mais... C'est ça, comment on se positionne le théâtre là-dedans, parce que... nous, on est du spectacle vivant, donc on peut pas de toute façon, qu'on soit privé ou public, on est du théâtre vivant. On ne fonctionne que parce que la représentation se joue en salle.
Elle se joue en salle aussi avec les spectateurs qui font partie de la représentation. D'ailleurs, la représentation, c'est le public. Comment le public va réagir, comment... Un spectacle n'est jamais le même. Moi qui travaille dans le théâtre depuis des années, j'ai assisté à plusieurs séries de représentations parce que j'ai commencé en étant hôtesse de salle. Et donc, du coup, le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé, je l'ai vu 3 semaines. Donc, je l'ai vu 18 fois. Mais je n'ai jamais vu le même spectacle les 18 fois où je l'ai vu. Voilà, il y a des comédiens qui sont plus en forme un certain soir, une communion avec le public. Quand il y a des jeunes en salle, notamment des enfants, des fois ils rigolent à des endroits où on n'a jamais rigolé avant et on se dit « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Enfin voilà, c'est vraiment... et donc, du coup, une captation d'un spectacle... je sais que pendant le confinement, la télé française a fait ça, a montré du théâtre, notamment de la comédie française. Oui, bon, pendant le confinement, on avait tellement rien qu'on allait se nourrir de tout, mais c'est quand même pas... Non, le spectacle vivant, par définition, c'est comme regarder un concert à la télé, il n'y a pas du tout l'ambiance. On a besoin d'être en salle, ça c'est un besoin très fort et c'est assez beau, je trouve, de voir des gens totalement différents, d'aller boire un verre après pour pouvoir discuter de ce qu'on a vu. C'est un moment entier, quoi, c'est une sortie. Ouais, c'est une sortie. Alors, j'aimerais qu'on aille voir un peu du côté du public. Alors, tu nous as dit que le jeudi, les places pouvaient coûter moins cher dans certaines salles, parce qu'il y avait des soirées étudiantes et que, donc, on va dire que les étudiants ont peut-être déserté un peu les théâtres. Non, au contraire, pour les amadouer, pour les faire venir chez toi et qu'ils aillent boire après. En tout cas, parlons de public. Allons voir dans ton cœur de métier. Donc, tu es responsable des relations publiques. Oui. Alors, on en a parlé vite fait, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail, en quoi ça consiste. Pour toi. Ça consiste en fait, il y a 2 missions très spécifiques. La première mission, c'est être là quand le public est là, forcément, donc les soirs de représentation notamment, d'être en salle avec le public, faire l'entrée de salle, la sortie de salle, pour s'assurer que tout va bien déjà, ne serait-ce que ça. Ça, c'est vraiment une des parties fondamentales du métier. Mais l'autre partie, c'est une partie de médiation en fait, où on amène le public à aller voir une œuvre. On est là, en fait, pour présenter l'œuvre à le public le plus diversifié possible, en fait. Parce que des fois, il y a des spectacles qui ne trouvent pas leur public, ou il y a la communication qui est très importante aussi, effectivement, la billetterie, le prix, mais il y a aussi autre chose qui se joue derrière, c'est vers qui, en fait, vers qui on a envie d'emmener les spectacles. Moi, je sais que quand j'étais petite, par exemple, l'école m'a emmenée au musée Picasso. Voilà, j'avais 4 ans, j'étais devant les œuvres du musée Picasso, franchement je comprenais rien et je trouvais ça pas beau. Il y a une femme qui est venue, qui était la médiatrice du musée et qui a commencé à nous parler, à se mettre à hauteur d'enfant et à nous expliquer des choses sur Picasso, sur le dessin, le crayonnage et tout ça. Et c'était génial. Moi, j'ai découvert l'œuvre de Picasso grâce à cette femme. Pas du tout grâce aux œuvres que je pouvais voir, puisque je viens du sud de la France, où il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres de Pablo Picasso. Mais parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a pris le temps de se mettre à notre niveau et de nous expliquer, de trouver un biais pour nous expliquer. Mais en fait, les relations publiques, c'est exactement ça. C'est comment parler d'un spectacle, mais à qui en parler, et pourquoi en parler à ce public-là aussi. Moi, j'ai pas de notion de remplir la salle à tout prix. Ça me servira à rien de remplir une salle à tout prix. Je pense que je peux le faire, mais si c'est pour que le public sorte mécontent, à quoi ça servira? Moi, je m'inscris dans le temps, enfin notre travail s'inscrit dans le temps, avec un lieu, avec un public, et on crée une relation en fait. On crée une relation logiquement de confiance qui fait qu'au bout d'un moment, si je dis « faites-moi confiance, là, ce spectacle, il va vous plaire, il va vous questionner, il va vous amener quelque chose dans votre vie de spectateur », généralement, les gens me disent « bah ok, on te croit, on y va », et où je vais pouvoir me tourner vers des personnes... moi, j'aime beaucoup aller vers ce qu'on appelle en sociologie les publics empêchés, et j'ai adoré travailler en prison, notamment en maison d'arrêt, même si au début, c'est très flippant les premières fois qu'on rentre dans une prison. J'ai beaucoup aimé travailler dans les hôpitaux aussi, à destination des personnes malades. J'ai travaillé dans des maisons de retraite. Voilà, j'ai essayé dans mon métier, mais je ne suis pas du tout la seule, mon métier sert à ça en fait, à amener le théâtre à des endroits, dans des endroits inattendus. Et je pense que c'est là où on fait les plus belles rencontres, même si des fois il y a des rencontres en salle qui sont magiques, mais quand on exporte le théâtre, c'est toujours quelque chose de... ça fait des paillettes, quoi, généralement. Bon, alors, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas un public, mais il y a des publics. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Oui, il y a des bouquins super intéressants et des études de sociologie sur les publics. Mais
Mais c'est comme tout, je pense, quand on fait de la moto, il y a le motard du dimanche, le motard quotidien. Au théâtre aussi, on a le notable qui a cet héritage de se montrer, d'être là en salle avant que les lumières s'éteignent et d'être vu. Il y a... Ça existe toujours, ça? Ouais, souvent Ouais. en province. Venir pour être vu. Ah, mais bien sûr. Mais c'est ça la représentation aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent être bien habillés pour venir au théâtre, parce qu'ils font partie de la représentation. Mais qu'est-ce que c'est être bien habillé? Pour moi, être bien habillé, c'est être à l'aise. Donc si tu es à l'aise dans ta doudoune quechua, il faut que tu viennes avec ta doudoune quechua au théâtre. Mais il y a des gens qui vont se faire beau pour aller au théâtre, parce que c'est une soirée, et parce que voilà, ils font partie de la représentation et qui vont être vus d'autres personnes. Donc, si, ça existe encore. Notamment des politiques, j'ai déjà vu des politiques arriver au spectacle et puis dès que les lumières s'éteignaient, partir. Oui, ça, je l'ai vu plusieurs fois. Oui, donc c'est un lieu où il se passe des choses et pas que sur scène en fait. Non. Mais c'est ça qui est super, c'est qu'il se passe des choses en salle. Il se passe des choses en salle. J'ai déjà vu, moi, le public huer un spectacle avec des artistes qui répondaient. J'ai déjà vu des artistes faire grève aussi avec un public qui n'était pas du tout là pour recevoir et qui ne comprenait pas, qui disait « mais j'ai payé ma place, tu joues », avec les comédiens qui expliquaient pourquoi ils ne voulaient pas jouer. Et je pense qu'en ce moment, ça se voit dans certains lieux en France. Voilà, c'est des choses qui ne peuvent se passer qu'en salle, ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu as du public qui est pas content, qui n'a pas aimé la pièce, qui est pas content, quoi? C'est à toi de gérer, déjà, ça fait partie de ton boulot de gérer ça? Ah oui, ça fait partie de mon boulot de gérer ça. Après, généralement, les directeurs, les directions qui, elles, programment, se doivent aussi d'accompagner. Parce que c'est eux qui ont choisi ce spectacle-là. Donc c'est à eux aussi d'expliquer pourquoi il y a ce choix-là dans la programmation. Mais nous, c'est notre travail d'aller vers le public mécontent aussi pour questionner, pour savoir pourquoi il est mécontent, pouvoir en discuter avec lui, voilà, pouvoir réfléchir à sa prochaine venue au théâtre, qu'il ne soit pas dégoûté. On dit toujours dans le théâtre, et c'est vrai, qu'on emmène quelqu'un au cinéma pour la première fois, il voit quelque chose qu'il n'aime pas, il va sortir, il va dire « j'ai pas aimé ce film ». Par contre, on emmène quelqu'un au théâtre pour la première fois, il n'aime pas la pièce, il va sortir, il va dire « j'aime pas le théâtre ». C'est fini, il dira pas « j'aime pas cette pièce ». Donc c'est très compliqué de pouvoir expliquer qu'effectivement il y a plusieurs genres et qu'on a le droit aussi d'être mécontent et puis qu'on a le droit d'attendre quelque chose et puis d'être surpris. C'est intéressant d'avoir ces discussions-là avec le public et d'expliquer. La seule chose qui vraiment sort et qui peut ressortir d'un spectateur mécontent et qui là est très difficile, c'est si le spectateur s'est senti bête. Donc ça c'est très difficile à réparer, entre guillemets, parce que oui, moi-même, j'aime pas aller voir un spectacle et avoir l'impression de rien avoir compris et d'être débile. Ça, c'est sûr que c'est pas du tout plaisant. Mais je sais que voilà, quand on a des spectacles qu'on accompagne en coproduction, notamment, ou en résidence de création, où nous, du coup, on a vu des étapes de réalisation et on se dit « ouh là là, là… » soit le propos va faire polémique, soit il y aura de la nudité, ce qui fait toujours, encore aujourd'hui, polémique au théâtre, ou des choses comme ça. Là, on briefe un peu plus nos équipes pour dire « ok, là, en fait, il va falloir attendre les spectateurs quand ils sortent pour en parler avec eux, expliquer la démarche artistique, voilà, pour pas qu'ils se disent que c'était gratuit, pour pas… » Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir carte blanche de la part de ma direction et de payer des verres, en fait, aux spectateurs mécontents qui sortaient pendant une représentation, notamment, pour pouvoir en parler avec eux et pour adoucir en fait le mécontentement pour pas que la personne ne revienne plus jamais au théâtre. Ouais. Et alors si on est mécontent ou très content de la pièce, où est-ce qu'on te trouve, alors toi ou les relations publiques, ou les en relations salle. Publiques. On est toujours en salle et on fait l'entrée et la sortie du public. Alors avec le Covid, bizarrement, c'était plus facile parce qu'il y avait un sens de circulation, donc une entrée, une sortie. Ouais. Donc en fait, les relations publiques étaient à l'entrée. Généralement, on enlève les tickets, soit on dessouche, soit on bip. On fait partie de l'équipe des hôtes et hôtesses, généralement. Et à la sortie, on est là. Moi, je sais que généralement, je tiens une des portes pour pouvoir discuter. Et puis, je vais après, parce que la plupart des théâtres ont un bar, un café, et je vais aussi dans le bar ou dans le café pour pouvoir prendre la température et parler avec les gens. Après, moi, j'ai souvent des retours, il y a des retours écrits aussi, parce qu'on a tout le temps, dans n'importe quel théâtre, sur n'importe quel site internet, des onglets contacts ou réclamations, avec Instagram, enfin avec les réseaux sociaux aussi, les gens nous parlent directement, ou Facebook, et du coup, ça, c'est plutôt le lendemain, et où on va leur répondre, ouais, toujours.
Et parlons peut-être maintenant de toi en tant que public, Oui, parce que j'imagine que tu as un avis aussi sur les pièces que tu vois, tu as ton propre goût. bien sûr. Comment tu gères ça face à justement, bah, il faut trouver un public pour une pièce ou une pièce pour un public. Tu dois concilier ça. Peut-être des fois, c'est pas les pièces que tu apprécies ou des fois, c'est les Oui. pièces que tu adores. Ah, ça, c'est sûr. Comment tu gères ça? Alors, généralement, j'essaye de comprendre pourquoi la direction a programmé ça. Quand je sais, quand je comprends, pourquoi en fait ça fait partie d'une saison, parce qu'une saison se crée entièrement, pourquoi on va montrer ça, généralement je suis d'accord avec la direction avec les théâtres dans lesquels je travaille, et donc du coup c'est plus facile pour moi après de défendre un spectacle. Je fais partie de cette génération qui est assez honnête, c'est-à-dire que je peux dire aux personnes, écoutez, moi voilà, c'est pas ma came, j'aime pas trop ça, parce que le propos n'est pas... Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai beaucoup aimé la scénographie de ce spectacle et où j'aime énormément ce comédien, où je pense que vous, un public... à la personne à l'instant T à laquelle je parle, ça peut vous intéresser dans votre démarche de spectateur ou pour votre propos ou pour votre réflexion. Et alors, quand j'aime un spectacle, je suis d'un prosélytisme odieux. Voilà, je ne vais faire que ça, je ne vais faire que parler de ce spectacle. Je vais afficher les affiches chez moi, les billets d'entrée même dans mes toilettes. Je vais envoyer des textos. Je sais qu'il y a un dernier spectacle bon, j'ai une passion absolue pour ce metteur en scène qui est Emmanuel Mérieux et qui fait toujours des pièces magnifiques. Et une fois, dans un des théâtres où je travaillais, je voulais vraiment que la classe de prépa art aille la voir. Et en fait, les profs avaient choisi d'autres spectacles. Et c'est un public qui n'a pas beaucoup d'argent, la classe de prépa école d'art. Et je suis allée leur parler, en fait, parce que je les connais assez bien. Puis il y en a qui sont hôtes et hôtesses de salle. Et leur dire, écoutez, en fait, il faut que vous veniez voir ce spectacle. On peut avoir des tarifs spécifiques, même des places suspendues. Et si vous n'aimez pas, je vous rembourse de mes sous à moi. Je vous rembourse, mais je vous mets au défi de sortir de ce spectacle et de me dire que vous n'avez pas aimé, qu'il n'y a rien à sauver dans ce spectacle. Bon, et j'ai remboursé aucun billet. J'ai jamais remboursé un billet pour Emmanuel Mérieux. Est-ce que tu peux nous décrire ce théâtre, le théâtre que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans le Moi, théâtre? ça peut être très varié, mais moi j'aime le théâtre qui me fait réagir, qui me provoque en fait des émotions, que je trouve ça beau, ou qui me fasse pleurer, ou qui me fasse rire aux éclats. Mais ça m'est arrivé de devoir me cacher sous mon siège tellement je riais à un spectacle avec un rire tonitruant, et je me suis dit mais je vais gêner tout le théâtre là, c'est pas possible. Et voilà, ça c'est des moments ou des moments d'une poésie, une image d'un spectacle. Je pense à un spectacle qui s'appelle Kiss and Cry par exemple, où c'est que des mains, où il y a très peu de texte, et voilà, où avec un parapluie et deux paires de mains ils ont fait un cirque. Enfin, c'est des images de spectatrices qui restent à vie et qui sont voilà, d'une beauté. Et puis quand on en parle, on en sourit encore, quoi. C'est vraiment des moments beaux, en fait, et où qui nous font nous questionner. Moi, je sais que j'ai vu une pièce sur le voile. Par exemple, j'avais un avis très tranché sur le voile. J'ai vu un spectacle, je suis sortie, je me suis dit « Ah ouais !» Et j'ai réfléchi, puis après j'ai lu dessus, puis j'ai eu un avis totalement différent. Ça aussi, le théâtre contemporain est hyper intéressant pour ça, en fait, pour nous faire réfléchir à des questions d'actualité et nous sortir de nos sentiers définis, en fait, et nous dire « Ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça, c'est vrai, en fait. » Ouais. Oui, Bérangère, je voulais te demander, est-ce que tu as un exemple concret de médiation? Est-ce on dit médiation? Oui, Ouais, un exemple concret de médiation voilà, qui a fonctionné, où tu es particulièrement fier, enfin, voilà, quelque chose de notable là-dessus pour avoir un exemple un peu précis. Moi, j'en ai deux. J'ai un exemple de médiation et un exemple de relations publiques. Comme Ok. ça, tu vois la différence. Super. Un exemple de médiation vraiment spécifique. Je me rappelle d'être allée un matin dans une école maternelle avec une violoniste d'un orchestre philharmonique qui n'était pas contente de s'être levée aussitôt. Bref. Et on arrive en fait dans cette classe de maternelle pour parler du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, et puis elle joue de la musique avec son violon. Et j'ai deux élèves de maternelle qui se sont mis à pleurer parce qu'ils ont trouvé ça très beau. Et on les questionnait et ils disaient « mais c'est beau !» Et ils pleuraient. Et ça, c'était un moment, en plus c'était dans la campagne, c'était un moment vraiment très beau où on s'est dit « ah ouais, là, l'école a du sens, le fait qu'on vienne, ça a du sens. » Et voilà, et la musique classique,
c'est très beau de voir l'instrument directement et d'entendre le son qui sort d'un instrument comme ça, pas amplifié, ça peut permettre en fait des émotions de suite à des enfants. Ça, c'était vraiment un très beau moment. Ça, c'est plus de la médiation, puisqu'on est dans un groupe en fait constitué, qui est le groupe scolaire. Et après, de relations publiques, je sais que dans un théâtre où je travaillais avant, il y avait un fonctionnement d'abonnement avec des enveloppes, avec des choses spécifiques à prendre pour pouvoir être abonné. Et j'ai eu des gens qui sont venus, public lambda, qui voulaient à tout prix voir une tête d'affiche, mais qui ne voulaient pas du tout s'abonner, qui disaient « mais non, moi je suis le théâtre », tout ça. Donc une fois que je leur ai dit « mais en fait, vous ne pouvez pas voir ce spectacle si vous ne vous abonnez pas, on n'ouvre pas encore le spectacle aux non-abonnés ». Donc voilà, donc elle voulait vraiment voir cette tête d'affiche, donc elle a pris le spectacle, elle devait en prendre 4 autres. Donc au début, elle me dit « ah, mais je les offrirai encore, je ne sais pas si c'est des bons cadeaux ». Elle dit « mais si, allez, dites-moi ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous regardez à la télé, qu'est-ce que vous aimez au cinéma, est-ce que vous écoutez de la musique, qu'est-ce qui vous fait vibrer en tant que personne ?» Voilà, bon, elle s'est prêtée au jeu, elle m'a parlé, on buvait un café toutes les deux dans ce théâtre, je me rappelle, je lui avais proposé un café. Et en fait, j'ai choisi 4 spectacles, parce que nous, généralement, les relations publiques, on voit les spectacles qu'on présente avant. Ça nous permet quand même de pouvoir parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on a expérimenté en tant que public. Et bref, voilà. Et elle commence la saison par le spectacle de la tête d'affiche qu'elle voulait voir. Donc elle était ravie. Je lui dis vraiment, venez au 2e spectacle. J'avais, moi, noté quel jour elle venait. Donc j'étais là le soir où elle est venue. Donc elle est venue. Et elle est sortie du spectacle. C'était 2h45 de spectacle. C'était Roméo et Juliette de David Bobet. Et mise en scène par David Bobet, et elle est sortie en disant « mais c'est ça le théâtre, mais c'est ça le théâtre !» Et je lui dis « bah ouais, le théâtre, ça peut être ça. Ça peut être un spectacle écrit il y a 500 ans par un petit Anglais, et en fait là, aujourd'hui, dans les années 2010-20, et ben toi, ça te fait vibrer. » Et du coup, cette personne-là s'est abonnée chaque année après, et est venue avec 2 copines différentes, et après avec son compagnon. Donc en plus, elle a essaimé, il y a 4 personnes grâce à elle qui ont été abonnées, et on a créé une relation comme ça de copinage où elle me disait non mais dis-moi là, qu'est-ce que je vais voir, dis-moi ce qui est. Et elle aimait bien aller sur des choses un peu difficiles ou du moins pas attendues, et elle est devenue une spectatrice avec un goût très marqué, et c'est une des premières qui m'a envoyé un mail pendant le confinement en me disant oh, je suis dégoûtée, je vais rien voir. Et voilà, c'est vraiment des. Je me dis bon, si j'en ai touché une dans toute ma carrière. Bon, en l'occurrence, je l'ai touchée elle. Bon, moi, j'ai réussi mon boulot. Je sais pourquoi je suis payée, en fait. Donc continuons, quoi. Ouais, c'est fou. En fait, t'es vraiment la porte d'entrée vers le théâtre pour tous ceux qui se demandent oui, alors je ne suis pas la faire. seule, parce qu'à la billetterie, par exemple, les gens de la billetterie, ce sont des gens qui connaissent la saison par cœur aussi. Il ne faut pas du tout hésiter à discuter avec les gens de la billetterie, qui sont aussi pour moi des relations publiques. Oui, mais notre boulot, en tout cas, c'est ça. Effectivement, c'est de toute façon de faire venir un public pour voir l'œuvre, ou d'emmener l'œuvre au public, comme on veut, quoi. Notre cœur de métier, c'est ça, oui. Alors je vais faire le naïf un peu, mais j'aurais aimé quand même le préciser, parce que depuis tout à l'heure, il y a quand même un petit point commun de tout ce que tu racontes, j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même un rapport humain hyper fort. Oui. Je t'ai lancé sur Netflix et sur le cinéma tout à l'heure, mais je vois à quel point, en fait, il se passe des choses autour de la pièce. Et même un peu avant, un peu pendant, mais ça vit, ça bouillonne, ça se frotte, ça chamaille. Ça se congratule, ça pleure, tu fais pleurer les enfants. Oui, apparemment, c'est ça ton exemple réussi, c'est tu fais pleurer les enfants. Ouais, ça vibre. Il y a des trucs qui se passent autour de la pièce, quoi. Oui, il y a des trucs qui se passent autour de la pièce. Il y a un échange de fluide, même on pourrait dire. Et c'est ça aussi qui est super, c'est qu'en fait, oui, c'est un package. Tu as la soirée entière avec la discussion après. Comme on peut avoir la discussion quand on va au café le matin avec ce qui s'est passé aux infos, là c'est pareil. Et puis de toute façon, ça va nous ramener sur l'actualité, parce que là, en fait, ça fait partie de nous. Et c'est en ça aussi que c'est politique. Tout est politique, et donc du coup, peut nous amener à en discuter, à nous disputer, toujours avec respect, j'espère. Et voilà, et ça promeut un certain idéal de vie aussi. C'est un partage. C'est à un moment donné, on va accepter d'être dans le noir tous ensemble et de vivre quelque chose tous ensemble. C'est ça. Mais c'est ça aussi la salle de cinéma, même s'il n'y a pas de spectacle vivant. Mais quand on va au cinéma et qu'on ne va pas regarder nos films sur Netflix, c'est aussi ça, c'est d'accepter d'être ensemble et d'entendre les gens qui mangent du popcorn. Non, je rigole. D'être avec des gens qui réagissent aussi au film. On t'a demandé de venir avec un bout de... Alors,
on dit un bout de la pièce pour les gens qui viennent avec une pièce, mais peut-être un bout de ton travail. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu as amené ? Oui, alors en tant que relation publique, on a plusieurs supports selon les théâtres où on travaille, selon notre engagement et notre façon de travailler. On essaye d'avoir des supports qu'on travaille avec notamment l'équipe de communication. Moi là, je suis venue vraiment avec un outil en fait sur comment on travaille avec le jeune public, notamment avec le jeune public qui vient de façon scolaire, pour pas qu'il se braque en voyant ça comme un travail encore, comme une continuité de l'école ou du collège, et ou de la volonté du professeur, surtout si l'enfant ne s'entend pas avec son professeur. Il faut, même si c'est un vecteur très important à l'éducation nationale, que nous, théâtre, on puisse montrer que c'est quelque chose de différent. Et donc, du coup, ça arrive dans beaucoup de lieux, mais dans un des théâtres où je travaillais, on a créé en fait un livret du jeune spectateur avec vraiment plusieurs entrées, qui est le livret qui donc appartient à chaque élève, à chaque spectateur, et qui est en fait où il y a un agenda où il peut marquer les spectacles qu'il va voir tout au long de l'année, mais avec des entrées, voilà, l'entrée culturelle, de quel type de spectacle s'agit-il, l'entrée du geste, est-ce que j'ai vu des gens marcher, parler, danser, courir, vraiment, il y a l'entrée analytique, donc avec des termes plus spécifiques, la scénographie, comment elle servait le propos, est-ce qu'il y a une dramaturgie, tout ça, et l'entrée presse aussi, c'est important, je sais que les profs travaillent aussi sur la presse, et puis il y a aussi le ressenti de l'élève, et puis il peut coller ses billets, il peut voilà, noter ses impressions, et c'est un livret avec lequel il se balade voilà, toute l'année et qui va accompagner sa sortie en fait. C'est un accompagnement de la sortie et c'est très beau de voir les résultats et de voir comment les élèves s'en emparent. Ça fait un peu penser au cahier de texte en fait, ou à l'agenda. Ouais. Où il y a des gamins qui vont y noter plein de choses, d'autres moins, et ça enlève le côté un peu scolaire. Mais surtout, ça nous permet, nous, de faire travailler le jeune public à pas un « j'aime pas », qui est quand même si c'est très important de savoir s'il a aimé ou pas. Et il faut qu'on sorte de ça, nous, d'un spectacle, on a besoin de savoir en fait pourquoi, qu'est-ce que ça a appelé, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as compris des choses, est-ce que tu peux voilà, plus spécifiquement me parler effectivement, voilà, de la scénographie, des choses comme ça, pour qu'en fait on puisse effectivement dire moi j'ai pas eu des ressentis positifs envers ce spectacle, mais tout de même je reconnais le travail qu'il y a derrière, ce qui a été fait en amont, ce qui se passe le jour de la représentation. Et voilà, c'est ça cet outil, par exemple, nous permet ça, en fait. On a beaucoup d'invités qui nous parlent d'un public de théâtre vieillissant. Est-ce que le jeune public, voire très jeune public, c'est un enjeu ? Bien sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu de démocratisation, je pense, de donner sa chance à chaque jeune public de voir des spectacles variés. Bien sûr que si on t'emmène dans ta pratique culturelle comme jeune spectateur plus régulièrement au théâtre, tu as de plus grandes chances de, entre guillemets, consommer de la culture en étant plus grand. Là, je sais qu'il y a comment ça s'appelle, le chèque culture, le pass culture qui a été fait par le gouvernement. Ouais. Mais je sais qu'en région Alsace-Lorraine, logiquement, à Strasbourg notamment, ils font ça depuis les années 80. Il y a une réelle volonté politique derrière qui fait qu'ils ont une sorte de ticket modérateur où chaque élève, étudiant, collégien ont en fait un spectacle d'opéra, un spectacle de théâtre, un spectacle de danse, un spectacle de musique actuelle, en fait, gratuit. Et en fait, ils ont les statistiques, eux, ils se sont rendus compte, je crois que c'est énorme, que en fait, sur ces jeunes-là qui sont restés du coup dans la région, je crois qu'il y a 30% quand ils sont adultes qui s'abonnent dans une structure culturelle. Ah oui. Ouais. Du coup, à n'importe quel âge, à l'entrée dans l'âge adulte, donc oui. À la vingtaine d'années quand ils finissent leur étude. Donc du coup, on voit qu'en fait les habitudes, la pratique fait qu'on va aller plus naturellement vers quelque chose qu'on connaît en fait. C'est comme la pratique de la lecture. Si les parents lisent des histoires aux enfants, les enfants vont plus naturellement appréhender un livre et le prendre. C'est la même chose au théâtre, c'est pour montrer qu'en fait, on peut y aller comme on est, pour citer une marque horrible, et qu'on a le droit d'être là, et que c'est pour nous surtout. Et en fait, si on déserte les théâtres, si de moins en moins de jeunes vont aller au théâtre, de moins en moins de personnes aux orientations sexuelles et politiques différentes vont aller au théâtre, et ben on va se retrouver avec un théâtre qui va ne parler qu'aux têtes grises, blanches, hétéronormatives, et ben ça va être embêtant. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Bérangère, d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que le monde du théâtre public, et tout court d'ailleurs, est un peu plus clair pour celles et ceux qui nous écoutent.
et que ce type d'épisode sur le fonctionnement du théâtre est un format qui vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur YouTube ou sur Insta, donnez-nous votre avis. Dites-nous s'il y a des thèmes que vous aimeriez découvrir. Venez nous dire un peu ce qui vous fait peur dans le théâtre, qu'on aille démystifier tout ça. En tout cas, c'est un réel plaisir d'échanger avec toi, Bérengère. Merci beaucoup d'avoir été notre tête de lecture. Avec Tête de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux, pompeux, intimidant, crypté, hautain à venir nous rejoindre. Car on est convaincu que sur les planches et derrière les rideaux, il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Il y a des moments à partager, pour tous les goûts et tous les porte-monnaies, des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser le monde abîmé qui s'offre à nous. Tendez l'oreille, écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leur art, et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène. On vous y espère nombreux, c'est notre but. Ainsi s'achève le premier épisode de la saison 2 de ce magazine, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.